Cela faisait 2 ans qu'il la cherchait. Et une fois de plus, il cherchait au mauvais endroit. Julian, duc de Wexford, franchit le seuil de la salle de bal de Lady Ashby. Il avait franchi une centaine de seuils pareils depuis ce matin enneigé. Il balayait déjà la pièce du regard, avant même que le laquais ait fini de prononcer son nom. Il examina les danseurs, les piliers, les chaises dorées le long du mur. Une femme qu'il avait rencontrée une seule fois. Une femme dont il n'avait jamais appris le nom. Il avait traversé 3 comtés, porté par le souvenir d'un rire dans l'obscurité. Et ce soir, il s'attendait à la même chose que tous les autres soirs. Une salle remplie de visages, dont aucun n'était le sien. Elle était assise à environ 2 mètres de là, prétendant être invisible. Il ne la vit pas. Il vit une chaperonne, une silhouette discrète vêtue de gris ardoise au bord des chaises. Elle avait les mains jointes et les yeux baissés vers les 2 jeunes filles brillantes qu'elle surveillait. Le genre de femme sur laquelle le regard d'un homme glisse, comme l'eau glisse sur du verre. La lumière des bougies qui éclairaient les danseurs n'atteignait pas son coin. Il remarqua la robe terne, les cheveux lisses et épinglés. Il vit l'immobilité de quelqu'un dont toute l'occupation était de ne pas être remarqué. Ses yeux continuèrent leur chemin, et la seule chose qu'il avait traversé 3 comtés pour trouver était assise là, et elle le laissa passer. Puis elle enfonça son ongle dans la pulpe de son doigt, très fort, comme on le fait pour s'empêcher de faire un bruit. Il avait vu ce geste une fois, à la lueur du feu, de l'autre côté d'un échiquier. Il avait dit quelque chose de stupide. Elle avait voulu rire, mais ne s'était pas laissé faire. Le souvenir arriva avant la reconnaissance. Le geste d'abord, puis le froid saisissant de la compréhension. Puis son visage se releva d'1 centimètre, comme si elle avait senti son attention se poser sur sa nuque, telle une main. Le temps d'une respiration suspendue, leurs yeux se croisèrent à travers le sol poli. Elle détourna le regard la première. Elle le détourna comme une servante détourne le regard de son maître. Et ce petit mouvement habituel lui en dit plus que n'importe quelle présentation, qu'elle l'avait vu, qu'elle l'avait reconnu, et qu'elle n'avait pas l'intention d'être reconnue. Les musiciens entamèrent une contredanse. Les filles de Lady Ashby furent entraînées sur la piste par leurs partenaires. La chaperonne se leva pour les suivre à une distance discrète, et le duc de Wexford se tint au milieu de la salle de bal de son hôtesse. Il comprit qu'il l'avait trouvée, et qu'elle fuyait. Il s'était trompé pendant 2 ans. Il avait regardé des étrangères. Il n'avait jamais pensé une seule fois à regarder la femme que tout le monde était entraîné à ne pas voir. La neige avait été la première chose. 2 hivers s'étaient écoulés sur la pire route du Derbyshire. Une rupture d'essieu l'avait bloqué dans un relais de poste appelé le Cœur. Il y passa une nuit et la majeure partie de la matinée suivante. La salle commune était pleine de voyageurs bloqués. Elle sentait la fumée de bois et la laine mouillée. Julian, qui n'était pas encore un homme en quête, juste un homme avec un essieu, avait pris la dernière place près du feu parce que c'était la plus chaude. La place à côté était occupée par une femme avec de l'encre sur le côté de la main. Elle tenait un livre qu'elle ne lisait pas. Il lui avait offert la place près du feu. Elle lui avait dit, sans lever les yeux, que le feu était un bien public et qu'il ne nécessitait la permission d'aucun homme pour être partagé. Il l'avait tout de suite apprécié. Ils avaient joué aux échecs pendant 3 heures sur un plateau déformé. L'aubergiste le gardait pour les soirées calmes. Et elle avait pris sa reine avec un cavalier blanc, un coup qu'il n'avait pas vu venir. Et elle avait dit, quand il avait protesté, qu'un homme qui ne surveille que les pièces puissantes mérite de perdre face aux petites. Il avait ri. Elle avait failli rire en retour, mais avait plutôt enfoncé son ongle dans son doigt. La lueur du feu avait illuminé ses cheveux, les faisant passer du brun au bronze. Et il avait pensé, comme un homme pense à une chose qu'il ne croit pas encore, qu'il pourrait s'asseoir dans cette salle commune pour le reste de sa vie et considérer ce temps bien employé. Il ne lui avait pas demandé son nom. Il était lié cet hiver-là à des fiançailles arrangées avant que l'un ou l'autre ne soit assez âgé pour s'y opposer. Et un homme lié à une femme ne collectionne pas les noms des autres à la lueur du feu. Dans sa jeune arrogance prudente, il avait eu l'impression que c'était une forme d'honneur de la laisser être une étrangère. Alors ils avaient parlé jusqu'à ce que le feu baisse. Elle avait dit qu'elle partait à l'aube, et il avait dit qu'il la verrait au petit déjeuner. Quand il descendit à l'aube, elle était partie. L'aubergiste dit que la dame en gris avait pris la première diligence vers le sud et n'avait laissé aucune adresse.
Il y avait un cavalier blanc sur l'échiquier, mis à part des autres pièces, comme s'il avait été placé là exprès. Julian l'avait ramassé, l'avait mis dans sa poche, et l'avait gardé depuis. Les fiançailles avaient été rompues dans l'année. La dame aimait son cousin, et l'avait dit, au soulagement de tous sauf de sa mère. Julian s'était retrouvé libre, et inexplicablement, férocement incapable de penser à quelqu'un d'autre qu'à une femme qu'il avait connue un soir, et dont il ne pouvait nommer le nom. Il était retourné au cœur. Il l'avait décrite aux aubergistes de Derby à Bath. Il s'était tenu au bord de chaque salle de bal de Londres, avec le cavalier blanc dans la poche de son gilet, comme un homme portant une question qu'il ne pouvait poser à personne. Maintenant, il avait sa réponse, et sa réponse se retirait à travers la salle de bal de Lady Ashby, dans une robe grise. Elle guidait deux jeunes filles rieuses vers la salle à manger, refusant de se retourner. Son nom, il l'apprendrait dans l'heure, était Mademoiselle Béatrice Vann. Elle était la compagne et la chaperonne des demoiselles Ashby. Elle n'avait pas de fortune, pas de famille qui la reconnaîtrait, et aucune intention d'être reconnue. Béatrice l'avait reconnue à l'instant où il avait franchi la porte. Elle avait reconnu la carrure de ses épaules, avant de se permettre de regarder son visage. Elle avait passé les minutes suivantes à accomplir avec grand soin le travail pour lequel elle était payée. Surveiller les filles Ashby, jauger leurs partenaires, garder ses propres yeux exactement là où les yeux d'une chaperonne devaient être. C'était une discipline qu'elle avait pratiquée pendant 2 ans et dans laquelle elle se croyait douée. Son ongle l'avait trahi. Les vieilles habitudes refaisaient surface quand le cœur le faisait. Et son cœur, ce traître, avait refait surface au moment où elle avait vu qu'il cherchait encore. Il cherchait encore. Après 2 ans, il cherchait encore. Et c'était bien pire que s'il avait oublié. Elle guida ses protégés dans la salle à manger et prit sa place contre le mur. Là où la chaleur des candélabres ne pouvait pas tout à fait l'atteindre, et où une femme en gris pouvait disparaître dans l'ombre d'un pilastre de marbre. D'ici, elle pouvait voir la porte. Elle la surveillait comme elle surveillait tout maintenant, attendant le moment où elle devrait se faire plus petite, vaine. La voix de Lady Ashby arriva avant Lady Ashby elle-même. Basse, douce, la voix d'une belle femme qui n'avait jamais eu besoin de l'élever de sa vie. Sybil Ashby avait 27 ans et possédait ce genre de beauté sombre et précise qui poussait les autres femmes à vérifier leur propre reflet après son passage. Elle vint se tenir à côté de Béatrice sans la regarder, les yeux fixés sur ses filles de l'autre côté de la pièce. Cassandra danse pour la 2e fois avec le jeune Fenwick. Il a 8000 livres par an et une mère qui élève des épagnols. Ça n'ira pas. Séparez-les après cette danse. Oui, milady. Et Margaret rit trop fort. Une fille qui rit trop fort est une fille à qui on n'a pas assez souvent dit non. Le regard de Lady Ashby parcourut la pièce et s'accrocha, comme tous les regards dans la pièce, au duc de Wexford. Quelque chose en elle s'immobilisa. L'immobilité d'un chasseur qui a repéré un gibier plus gros que celui pour lequel il était sorti. « Wexford est ici », dit-elle doucement. « Je ne m'y attendais pas. Il refuse tout. » Ses yeux se plissèrent de calcul. Il n'est pas marié, vous savez. 2 ans libéré de cet enchevêtrement avec les Caster, et il n'a montré pas le moindre intérêt à y remédier. Cassandra est la plus jolie de mes 2 filles. S'il peut être amené à la remarquer, dois-je amener mademoiselle Cassandra de ce côté de la pièce, demanda Béatrice. Parce que c'était sa fonction de poser de telles questions, et parce que les poser empêchait sa propre voix de faire autre chose. Pas encore. Il doit venir à elle. Un homme comme ça est repoussé par l'apparence de l'effort. Lady Ashby se tourna enfin pour regarder sa compagne. Un bref coup d'œil évaluateur qui prit note de la robe grise et la rejeta. « Vous vous tiendrez à l'écart, Vane. Vous avez l'habitude de vous tenir là où la lumière tombe. Ce soir, plus que tout autre soir, j'ai besoin que vous soyez invisible. » « Bien sûr, milady. » C'était, pensa Béatrice, alors que Lady Ashby s'éloignait gracieusement, la seule exigence de son emploi qu'elle n'avait jamais eu de mal à satisfaire. Invisible était ce qu'elle était devenue. Invisible était sûre. Invisible n'avait pas à expliquer pourquoi un duc l'avait regardée à travers une salle de bal, comme s'il avait attendu 2 ans pour le faire. Elle n'avait pas toujours été Vane la compagne. Il y avait eu une maison dans le Hampshire, un père avec un bon nom et une pire tête pour les cartes. Une enfance passée à apprendre le grec et le pianoforte, et la confortable supposition que le monde aurait toujours une place pour elle. Puis son père avait misé cette place à la table,
et l'avait perdu. Et la tension de la perte l'avait emporté en moins de 12 mois. Et Béatrice avait découvert que la fille d'un gentleman, sans la fortune d'un gentleman, est une chose pour laquelle le monde n'a aucune place. La chose la plus gentille qu'on lui ait offerte était un poste. Lady Ashby payait 40 livres par an pour l'usage d'une petite chambre froide en haut de la maison. Et Béatrice l'avait accepté, parce que l'alternative était d'être un fardeau pour des parents qui ne pouvaient pas se le permettre. Et elle était vaine depuis. Le matin où elle avait fui le cœur, elle avait 9 livres en tout et pour tout, et un créancier de son père à 2 jours derrière elle sur la route du Sud. Un homme qui croyait qu'une dette d'honneur pouvait être recouvrée auprès de la fille d'un débiteur si le débiteur ne pouvait plus payer. Elle avait fui parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle avait laissé le cavalier blanc sur l'échiquier parce que, elle s'était donné de nombreuses raisons pendant 2 ans. La vraie, elle ne l'examinait pas. De l'autre côté de la pièce, le duc parlait avec son hôtesse, et ses yeux n'étaient pas sur son hôtesse. Il se déplaçait lentement, méthodiquement, le long du mur où se tenaient les chaperones. Béatrice se glissa derrière le pilastre de marbre et se rendit, comme on le lui avait ordonné, invisible. Il la trouva dans la véranda. Elle y avait emmené Margaret pour réparer un volant déchiré, loin de la chaleur et des regards. Elle avait renvoyé la jeune fille devant elle, et s'était accordée 1 minute seule parmi les orangers et l'odeur verte et froide des plantes en croissance, avant de retourner à la guerre. 1 minute, c'était tout ce qu'elle s'autorisait jamais. Elle comptait les carreaux du toit de verre pour la remplir. 11, 12, 13. Quand elle entendit la porte, elle sut sans se retourner de qui il s'agissait. « Vous êtes difficile à trouver », dit le duc de Wexford, pour une femme qui se tient parfaitement immobile. Béatrice ne se retourna pas. Elle avait passé 2 ans à apprendre à ne pas se retourner. « Votre grâce me confond avec quelqu'un d'autre. Je suis mademoiselle Vannes, compagne des filles de Lady Ashby. Les jeunes dames sont dans la salle de bal si vous souhaitez être présentées. Je ne souhaite pas être présentée aux jeunes dames. Alors je ne vois pas comment je peux vous être utile. Vous avez pris ma reine avec un cavalier, dit-il, et vous m'avez dit qu'un homme qui ne surveille que les pièces puissantes mérite de perdre face aux petites. Au cœur, il y a 2 hivers, dans la neige. Les feuilles d'oranger étaient très immobiles. Béatrice enfonça son ongle dans son doigt et le maintint là jusqu'à ce que la petite douleur la stabilise. Puis elle se tourna, parce qu'une femme qui ne se retournerait pas ne ferait que tout confirmer. Et il ne lui restait plus que l'apparence de n'avoir rien à confirmer. Il était plus proche qu'elle ne l'avait pensé. Il s'était affirmé en 2 ans. Plus large d'épaules, la mâchoire plus dure. Le jeune homme insouciant de l'auberge avait été remplacé par un homme qui remplissait l'embrasure de la porte de la véranda et donnait aux orangers un air décoratif. Mais les yeux étaient les mêmes. Les yeux avaient été le problème depuis le début. « Vous me confondez avec une autre dame, votre grâce, dit-elle. » Et sa voix sortit stable, ce qui était la chose la plus fière qu'elle ait faite de toute la soirée. « Je ne suis jamais allé dans le Derbyshire. Je reste dans le sud. Les compagnes ne voyagent pas. Vous avez de l'encre sur le côté de la main. » Elle baissa les yeux avant de pouvoir s'en empêcher. Il y avait une légère ombre grise le long du bord de sa main droite, là où elle avait écrit les carnets de bal des filles 1 heure auparavant. Quand elle releva les yeux, il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait se permettre de nommer. Pas le triomphe, contre lequel elle aurait pu s'armer, mais quelque chose de plus calme et de bien plus dangereux. Quelque chose qui ressemblait à un homme qui avait posé un poids qu'il avait porté très longtemps. « Vous aviez toujours de l'encre sur la main, dit-il. Vous avez écrit dans les marges de votre livre toute la soirée et n'en avez jamais lu une seule ligne. J'ai passé 2 ans à décrire cela aux aubergistes. La dame en gris avec de l'encre sur la main qui a pris ma reine. Aucun d'eux ne vous connaissait. Il fit un pas de plus. J'avais commencé à penser que je vous avais inventé. Vous devriez retourner à la salle de bal, votre grâce. » Béatrice entendit sa propre voix se briser sur le dernier mot et la méprisa. « Les filles de Lady Ashby sont charmantes, et vous manquez. Quoi que vous pensiez vous souvenir, ce serait une grande méchanceté de votre part d'insister. J'ai un poste. Les postes ne sont pas donnés aux compagnes qui attirent l'attention des ducs. S'il vous plaît. » Cela l'arrêta. Elle regarda le mot atterrir. S'il vous plaît. Elle le regarda entendre ce que cela lui coûtait de le dire. Et un instant, elle pensa qu'il insisterait quand même, parce que les hommes de son rang insistent par habitude. Au lieu de cela, il recula. Il tourna sa chevalière 1 fois avec son pouce. Un petit mouvement inconscient. Elle se souvint de lui,
faisant cela de l'autre côté de l'échiquier, quand il décidait de risquer son fou. Et son cœur fit quelque chose d'impardonnable. « Je vais y retourner, dit-il, à une condition. Dites-moi votre nom, votre vrai nom. J'ai porté la moitié de vous pendant 2 ans. Laissez-moi porter la moitié qui a un nom. » C'était un marché insensé, et elle le savait. Mais la véranda était froide, verte et calme. Personne ne regardait, et elle était si fatiguée de n'être personne. « Béatrice, dit-elle. Béatrice Vane. Béatrice, répéta-t-il, comme pour tester si le mot supporterait son poids. Je suis Julian. Vous êtes le duc de Wexford. Pour la salle de bal de Lady Ashby. Oui, pour la femme qui a pris ma reine, j'aimerais beaucoup être Julian. Il inclina la tête. Pas le signe de tête du duc, mais la révérence de l'homme. Celle qu'il lui avait faite au cœur quand il avait perdu. Bonne nuit, mademoiselle Vane. Je retourne à la salle de bal maintenant, où je serai insupportablement attentif à mon hôtesse, et je ne vous regarderai pas une seule fois. Vous pouvez compter sur moi pour vous être complètement inutile. Et il partit, et il tint parole. Pour le reste de la soirée, le duc de Wexford ne jeta pas un regard vers le mur où se tenait la chaperonne. Pas une seule fois, avec une rigueur qui attira presque autant l'attention que s'il l'avait regardée. Béatrice retourna à son poste et regarda les filles Ashby danser. Elle se dit qu'elle avait échappé. Elle ne le croyait pas. Un homme qui décrirait la main ancrée d'une étrangère aux aubergistes de 3 comtés n'était pas un homme sur qui on pouvait compter pour être inutile longtemps. Il revint le lendemain matin, pas par la porte d'entrée. Béatrice l'aurait su dans la minute, et tout Londres à midi. Il vint à la bibliothèque de près de Mount Street, là où Lady Ashby l'envoyait 3 matins par semaine pour changer les romans des filles et les siens, et où une chaperonne pouvait se tenir parmi les étagères pendant 1 demi-heure sans que personne ne s'en étonne. Béatrice tendait la main vers un 3e volume qu'elle ne voulait pas, quand une voix à côté d'elle dit « J'ai appris de sources sûres que celui-ci est plein de ducs. » Elle ne laissa pas tomber le livre, ce qu'elle considéra comme une autre petite victoire. « Votre grâce me suit. J'améliore mon esprit. » Le bibliothécaire le confirmera. Je lui ai demandé de me recommander quelque chose d'édifiant. Il brandit un mince volume. Elle m'a donné des sermons. Je soupçonne qu'elle ne m'a pas cru non plus. Il posa les sermons. Il était habillé simplement ce matin, un manteau d'équitation sombre, pas de bijoux, sauf la chevalière. Et dans la lumière grise de la bibliothèque, il ressemblait moins à un duc et plus à l'homme de l'auberge, ce que Béatrice trouva qu'elle lui en voulait, car il était plus difficile d'être raisonnable avec l'homme de l'auberge. « Je ne resterai pas. Je suis venu dire une chose, et ensuite je vous laisserai à vos ducs. Vous m'avez demandé de ne pas insister pour me souvenir de vous. J'y ai réfléchi, et je trouve que je ne peux pas accepter de vous oublier. Mais je peux accepter d'attendre. Alors, je vais rendre visite à Lady Ashby ouvertement, avec des intentions que tout le monde pourra voir. » L'estomac de Béatrice se noua. « Votre grâce, envers ces filles, continua-t-il, les yeux fixés sur les siens. Les 2, par sécurité. Je serai le parti le plus ennuyeux de Londres. J'admirerai la broderie de mademoiselle Cassandra et le chant de mademoiselle Margaret, et je passerai beaucoup de temps dans le salon des Ashby à être insupportable. Et pendant que je serai là, à être insupportable, je serai occasionnellement dans la même pièce que leur chaperonne, qui sera obligée de rester. Et nous allons, comment dit-on, faire connaissance progressivement, lentement, correctement. Si lentement que même la mère la plus vigilante ne pourrait y trouver à redire. C'est, dit Béatrice, le plan le plus mal conçu que j'ai jamais entendu. Et j'ai vu un jour mon père essayer de récupérer ses pertes en doublant sa mise. C'est un plan terrible, convint-il joyeusement. Mais c'est un plan dans lequel vous gardez votre poste. Votre réputation reste impeccable, et je suis autorisé à m'asseoir dans la même pièce que vous pendant 1 heure, 2 fois par semaine, sans que personne ne s'en doute. Je l'ai comparé à mon autre plan, qui était de me tenir dans la rue, devant la maison des Ashby, en tenant un cavalier d'échecs blanc, jusqu'à ce que vous ayez pitié de moi. Et à la réflexion, celui-ci semblait moins susceptible d'alarmer la garde. Un rire lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Elle le réprima aussitôt, mortifiée, et le vit le remarquer. Elle vit la petite satisfaction féroce sur son visage. Le regard d'un homme qui a gagné un point qu'il visait depuis 2 ans.
Et elle comprit trop tard qu'elle venait de lui donner exactement l'encouragement qu'elle s'était juré de ne pas donner. « Voilà, dit-il doucement. J'avais commencé à penser que vous aviez oublié comment faire. Je n'ai rien oublié, votre grâce. C'est précisément ma difficulté. » Elle reposa le 3e volume sur l'étagère avec un bruit sec. « Faites comme vous voulez. Vous le ferez de toute façon. Les ducs le font toujours. Mais comprenez-moi bien, si votre cours insupportable aux demoiselles Ashby menace ma place dans cette maison, je nierai le cœur. Je nierai la neige. Je nierai avoir jamais joué aux échecs de ma vie. Et je serai très doué pour ça, parce que j'ai beaucoup d'entraînement à être une personne qui n'est pas là. Je vous crois, dit-il. C'est la chose la plus alarmante chez vous. Il s'inclina. La révérence de l'homme à nouveau. À jeudi, mademoiselle Vannes. Je vais aller rendre visite à Lady Ashby et être ennuyeux. Souhaitez-moi bonne chance. Et c'est ainsi que tout commença. La cour la plus lente, la plus étrange, la plus mal avisée de Londres, menait entièrement dans les coins des pièces. Il vint le jeudi, et le jeudi suivant, et 2 fois dans les semaines entre deux. Et il fut, comme promis, insupportable. Il admira la broderie de Cassandra, avec une attention si grave et détaillée, que Cassandra commença à le trouver plutôt pénible. Il demanda les chansons de Margaret, puis les écouta, avec l'expression figée d'un homme subissant une procédure médicale nécessaire. Lady Ashby, observant depuis le meilleur fauteuil, prit toute la performance pour l'avancée lente d'un homme difficile vers une demande en mariage. Elle se réchauffa de triomphe et ordonna à Béatrice de maintenir les filles en contenance et de se tenir à l'écart. C'était, Béatrice l'admettrait plus tard, une pièce de théâtre diablement intelligente. Car pendant que le duc admirait la broderie et endurait le chant, les seules conversations vivantes dans ce salon étaient celles qui se déroulaient en marge. Un livre de gravure botanique laissé ouvert sur la table d'appoint. Le duc remarquant nonchalamment que l'artiste avait étiqueté une digitale comme une campanule. Et Béatrice, qui était censée être invisible sur la banquette de la fenêtre, disant sans lever les yeux que l'artiste avait aussi, sur la page d'en face, rendu un genre entier éteint par optimisme. Un courant d'air d'une porte mal accrochée. Le duc traversant pour la Calais et s'arrêtant près de la banquette de la fenêtre le temps d'une phrase sur le temps, mais qui ne parlait pas du tout du temps. À la 4e visite, ils avaient toute une 2e conversation qui se déroulait sous la première. Une chose faite de livres empruntés, de météo et du placement précis des tasses de thé, et Lady Ashby, écoutant une toute autre musique, n'entendit rien de tout cela. C'est lors de la 5e visite que la blague privée est née. On avait pressé Cassandra de montrer son latin. Lady Ashby était déterminée à ce que ses filles soient accomplies. Elle avait lu à haute voix, avec plus de confiance que de précision, la devise sur le dos d'un volume emprunté. « Dum spiro spero »« Tant que je respire, j'espère », traduisit Cassandra, rayonnante. « Presque », murmura le duc, avec une telle courtoisie que seule Béatrice sur la banquette de la fenêtre perçut la malice sous-jacente. Bien que j'ai toujours compris que cette édition particulière se lisait « Dum spero spiro ». Tant que j'espère, je respire. C'est un sentiment pour lequel je trouve que j'ai beaucoup plus de sympathie ces 2 dernières années. Cassandra, qui n'avait pas le latin pour savoir qu'on se moquait d'elle, et sa chaperonne acquiescèrent sagement. Lady Ashby rayonna, et Béatrice, sur la banquette de la fenêtre, se mordit l'intérieur de la joue si fort qu'elle sentit le goût du fer. Elle ne leva pas les yeux, et sentit la blague s'installer entre eux, comme une pièce de monnaie pressée dans une paume. Tant que j'espère, je respire. Une monnaie privée. Maintenant la leur, dépensable seulement en regard. Cette nuit-là, dans sa chambre froide en haut de la maison, Béatrice sortit les choses qu'elle ne se permettait pas de regarder. Il n'y en avait pas beaucoup. Une miniature de son père, un brin de quelque chose pressé du jardin du Hampshire. Et plié dans un carré de laine, au fond de sa boîte à ouvrage, porté pendant 2 ans, à travers toutes les économies et humiliations, un cavalier d'échecs blanc. Le jumeau de celui qu'elle avait laissé sur l'échiquier, pris d'un autre jeu que l'aubergiste n'avait jamais remarqué. Parce qu'elle n'avait pas pu, à cette aube désespérée, abandonner complètement le jeu. Elle le tint dans sa paume et pensa « Tant que j'espère, je respire ». Elle était furieuse contre elle-même, et le tint quand même jusqu'à ce que la bougie s'éteigne. Cela aurait continué comme ça. Des coins, de la météo et du latin empruntés.
s'il n'y avait pas eu l'affaire du concert des Hartley, où Béatrice apprit ce qu'il en coûtait d'être regardée en public, et le duc apprit ce que cela lui coûtait. Et le jeu lent et sûr reçut sa première blessure. C'était une matinée musicale chez Madame Hartley. Le genre d'événement bondé en plein jour où les filles à marier de la bonne société montraient leur talent à un public de mères et de célibataires occasionnellement capturés. Lady Ashby avait amené ses 2 filles et, par nécessité, leur chaperonne. Elle avait posté Béatrice le long du mur avec les autres compagnes et parents pauvres, là où était sa place, pendant que Cassandra attendait son tour au pianoforte. Le duc était là. On ne l'attendait pas. Le visage de Lady Ashby quand il entra affichait le plaisir vif et figé d'une femme dont le plan se déroule comme prévu. Elle se déplaça aussitôt pour lui assurer une chaise à côté de la partition de Cassandra. Il prit plutôt une chaise près du mur, pas à côté de Béatrice, à une distance prudente de 3 sièges, avec une douairière corpulente et un palmier en pot entre eux. Mais assez près pour que lorsque Cassandra joua mal sa pièce, avec une attaque déterminée sur un passage clairement au-delà de ses moyens, le duc et la chaperonne soient à portée d'un seul regard l'un de l'autre. Béatrice garda les yeux sur sa protégée et ne jeta pas le regard. Elle avait appris cela. Ce qu'elle n'avait pas appris, car aucune discipline ne pouvait l'enseigner, c'était comment se rendre inaudible. Quand Cassandra atteignit le passage difficile, hésita et s'arrêta, écarlate, et que la pièce retint ce silence particulièrement cruel d'un public décidant d'être gentil ou non, ce fut Béatrice qui, sans réfléchir, de la voix basse et rassurante qu'elle utilisait pour apaiser les filles, murmura les 4 mesures suivantes à voix basse, dans leur bon tempo. Pas pour se produire, seulement pour donner le rythme à Cassandra, comme elle l'avait fait 100 fois dans la salle de répétition. Cassandra l'entendit, attrapa le rythme, retrouva sa place et termina. La salle expira en applaudissements. Et une femme 2 sièges plus loin, une certaine Madame Pell, qui collectionnait les humiliations des autres comme certaines femmes collectionnent la porcelaine, se pencha vers sa voisine et dit dans un chuchotement destiné à être entendu. La compagne la souffle. L'avez-vous entendu? La fille Ashby ne peut pas jouer une sonate sans que sa femme de chambre la lui chante. On se demande ce que la femme de chambre fait d'autre pour cette famille que les filles ne peuvent pas gérer seules. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas nécessaire. Cela se propagea, comme de telles choses se propagent, en une ondulation grandissante de têtes tournées et d'éventails levés. Et Béatrice sentit toute la pièce chaleureuse se réorganiser autour du nouveau fait que la femme grise près du mur avait été remarquée. Et qu'être remarquée, pour une femme comme elle, n'était jamais rien d'autre qu'une blessure. Elle garda son visage impassible. Elle enfonça son ongle dans son doigt, jusqu'à ce que la douleur la stabilise. Elle ne regarda pas le duc, car le regarder maintenant serait confirmer chaque cruauté que Madame Pell avait insinuée. Alors elle s'assit au pilori de l'attention de la pièce, et ne lui donna rien, ce qui était la seule arme qu'on lui ait jamais permise. Le duc se leva. Il le fit sans hâte, comme un duc fait tout, et il se dirigea non pas vers Béatrice, mais vers le pianoforte, où Cassandra était assise, figée. Et il dit d'une voix assez forte pour que toute la pièce l'entende. « Mademoiselle Ashby, c'est le passage le plus difficile de toute la pièce. Et je l'ai entendu massacré par des professionnels à Hanover Square, qui sont payés bien plus que rien pour le laisser intact. Vous l'avez rattrapé. C'est un accomplissement plus rare que de le jouer proprement. N'importe qui peut jouer ce qu'il a répété. Seuls les gens calmes peuvent sauver ce qui tourne mal devant 300 personnes. » Il laissa cela s'installer. Puis, se tournant, doux comme du lait, s'adressant à l'air à 30 cm au-dessus de la tête de Madame Pell. Et j'ai toujours compris qu'une dame d'un vrai sentiment musical compte le temps quand elle écoute, pour mieux suivre. Je le fais moi-même. Je trouve qu'on est moins susceptible de se mettre dans l'embarras en confondant un passage rattrapé avec un passage raté. Il inclina la tête vers la pièce en général. « Continuez, je vous en prie. Qui est le suivant ?» C'était magnifiquement fait. Il avait défendu Cassandra sans nommer l'affront, réprimandé Madame Pell sans la reconnaître, et détourné l'attention de la pièce de la chaperonne vers lui-même si habilement. En moins d'1 minute, la matinée musicale avait repris, et l'ondulation s'était refermée, comme si elle n'avait jamais existé. Madame Pell était assise avec son éventail très immobile, vaincue. La jeune dame suivante prit le pianoforte, et Lady Ashby rayonna du crédit réfléchi d'avoir un duc qui vole à la défense de sa fille.
Et Béatrice, contre le mur, comprit 3 choses en succession rapide et terrible. La première était qu'il l'avait sauvée. La deuxième était qu'il avait dû déguiser le sauvetage en une défense de Cassandra, car un duc qui se lève pour défendre une compagne l'aurait achevé en une phrase. La troisième, celle qui l'effrayait, était qu'il avait été prêt à dépenser sa propre dignité dans une pièce bondée plutôt que de la laisser s'asseoir 1 minute de plus au pilori. Et qu'un homme qui ferait cela tranquillement, sans en prendre le crédit, était une chose bien plus dangereuse que le jeune homme insouciant de l'auberge ne l'avait jamais été. Elle le croisa une fois en sortant, dans la cohue près de la porte où Lady Ashby récupérait ses châles. 3 mots à voix basse, sans le regarder. « Vous n'auriez pas dû. »« Je sais », murmura-t-il, tout aussi bas, tout aussi fixé sur le lointain. « J'ai beaucoup de dignité. Je peux me permettre d'en dépenser une partie mal. Vous ne pouvez vous permettre de dépenser aucune de la vôtre. Alors je dépenserai la mienne et vous garderez la vôtre. Et c'est la seule division équitable du travail à laquelle je puisse penser. » Une pause. « Comptez le temps, mademoiselle Vannes. Je trouve que ça stabilise. » Et il était parti dans la rue ensoleillée avant qu'elle ne puisse décider si elle voulait pleurer ou rire. Alors elle ne fit ni l'un ni l'autre, ce qui était sa propre petite maîtrise, et rentra chez elle à côté de Lady Ashby, écoutant la dame planifier un mariage pour la mauvaise fille. L'affront eut une longue traîne. Le murmure de Madame Pell ne mourut pas à la porte. Il se propagea dans les salons et acquit des détails en voyageant. À la fin de la semaine, la version en circulation disait que la compagne des Ashby ne se contentait pas de souffler Cassandra, mais dirigeait toute la maison. Une sorte d'éminence grise qui s'était rendue indispensable et qui, disaient certains, prenait de grands airs. Lady Ashby entendit les rumeurs et n'aima pas ça. Et son mécontentement se porta, comme de telles choses le font, sur l'objet le plus proche, qui était Béatrice. Elle vit ses tâches soudainement multipliées, ses demi-journées de congé écourtées, chaque petite liberté réexaminée. C'était la dette émotionnelle de toute l'affaire qui s'accumulait tranquillement. Le duc avait dépensé sa dignité pour lui épargner une mauvaise minute, et le monde l'avait récompensé d'avoir été épargné en la rendant plus petite. Elle ne le blâmait pas. Elle comprenait avec la clarté plate d'une longue pratique que la faute n'était ni la sienne, mais simplement la forme du monde dans lequel elle vivait. Un monde dans lequel une femme en gris pouvait être sauvée ou être en sécurité. Mais jamais, semblait-il, les deux à la fois. La proximité fit son lent travail, comme la proximité le fait toujours. Il y eut un mardi pluvieux où Lady Ashby et ses filles sortirent en calèche pour rendre des visites. Béatrice fut laissée derrière, avec un mal de tête qui était 3 parts authentique et une part stratégique. Et le duc de Wexford, arrivant pour une visite dont on lui avait dit qu'elle trouverait la maison vide de tout ce qu'il était censé vouloir, fut introduit par un laquais confus dans un salon ne contenant que la chaperonne. « C'est inconvenant, » dit Béatrice en se levant brusquement. « Je laisserai la porte ouverte et me tiendrai à une distance respectable de 8 pieds, et nous jurerons tous les deux, si on nous le demande, que je suis venu rendre un livre. » Il sortit de son manteau le volume de gravure botanique, celui avec la fausse digitale. « Ce que j'ai, en fait, réellement fait. Donc, nous n'aurons même pas à mentir. » Il ne s'assit pas. Il se tint près de la porte comme promis, chapeau à la main. Et un instant, aucun d'eux ne joua de rôle, et le silence était du genre honnête, celui qu'ils avaient eu à la fin, avant d'avoir quoi que ce soit à perdre. « Vous avez l'air fatigué, dit-il enfin. Pas comme un courtisan le dit. Comme un homme remarque une chose chez quelqu'un qui l'observe. Je suis la compagne de 2 jeunes dames dans leur première saison. Je suis tenu d'être éveillé chaque fois qu'elles sont intéressantes, c'est-à-dire à toute heure. Est-elle gentille avec vous, Lady Ashby ?» Béatrice considéra la question et le danger d'y répondre honnêtement. Elle n'est pas méchante. Elle est efficace. Je suis une chose qu'elle a achetée et qui remplit une fonction. On n'attend pas de gentillesse de son parapluie. Elle entendit comment cela sonnait et le corrigea, car elle ne voulait pas de sa pitié. C'était une chose qu'elle ne pouvait pas se permettre et à laquelle elle ne survivrait pas. C'est un poste. Il y en a de bien pires. J'ai un toit, 40 livres par an, et beaucoup d'entraînement à me contenter de moi. Vous avez pris ma reine, dit-il, avec un cavalier. Vous n'arrêtez pas de dire ça, parce que c'est la chose la plus importante que je sache sur vous, et vous n'arrêtez pas d'essayer de me convaincre que vous êtes un parapluie. Il tourna la chevalière avec son pouce.
La femme au cœur était la personne la plus intelligente avec qui j'ai jamais été assis de l'autre côté d'un échiquier. Elle m'a dit que je méritais de perdre. Elle avait raison. J'ai beaucoup perdu depuis. Surtout exprès. Surtout parce que perdre semblait la seule chose qui valait encore la peine d'être faite avec talent. Sa voix avait baissé. Le badinage en était sorti comme la chaleur d'une pièce. Je vous ai laissé partir sans votre nom, parce que je pensais être honorable envers une femme à qui j'étais lié. Je suis descendu pour le petit déjeuner, certain que vous seriez là. Vous n'étiez pas là. Et j'ai passé 2 ans à apprendre que le coup le plus intelligent sur l'échiquier est celui que vous ne faites pas à temps. La poitrine de Béatrice s'était serrée. C'était le moment d'être cruel, de nier le cœur, de le renvoyer, de protéger la petite sécurité grise qu'elle avait construite. Elle ouvrit la bouche pour le faire. « J'ai laissé un cavalier sur l'échiquier », dit-elle à la place. « J'ai son frère dans ma boîte à ouvrage. Je l'ai porté pendant 2 ans et je me suis donné une douzaine de raisons, et aucune d'elles n'était la vraie. » Elle enfonça son ongle dans son doigt, fort. « Voilà, maintenant nous sommes quittes. Nous avons chacun avoué avoir transporté un cheval de bois à travers le pays comme des imbéciles sentimentaux. Et aucun de nous ne peut prétendre que la neige n'a pas eu lieu. Êtes-vous satisfait? Non, dit le duc avec une grande douceur. Mais c'est le plus heureux que j'ai été en 2 ans. Alors je trouve que je peux attendre d'être satisfait. Il partit avant le retour de la calèche. Il emporta le livre sur les digitales par erreur et le renvoya le lendemain matin avec une note qui disait seulement, d'une écriture qu'elle aurait reconnue n'importe où, tant que j'espère, je respire. Et un post-scriptum. L'artiste a maintenant aussi éteint la campanule. Veuillez informer mademoiselle Cassandra que sa devise est corrigée. Béatrice le lut 4 fois et rit à voix haute dans sa chambre froide, seule. Le premier rire qu'elle s'était permis en 2 ans que personne n'avait le droit de voir. Il y eut un autre matin qui compta avant les ennuis. Un petit, du genre qui ne laisse aucune marque sur ceux qui regardent et qui change tout pour les 2 personnes concernées. Il pleuvait encore. La pluie douce et persistante de Londres qui transforme les rues en boue. Lady Ashby avait emmené les filles à un essayage et avait laissé Béatrice copier les invitations pour le bal. 300 d'entre elles, de sa belle écriture claire, au bureau de la salle du matin. Le duc était venu, soi-disant pour rendre un livre. Il y avait toujours un livre. Ils avaient parcouru la moitié de l'étagère d'histoire naturelle de la bibliothèque de près maintenant. Et la digitale, qui aurait dû être une campanule, était devenue toute une taxonomie privée d'erreurs qu'ils cataloguaient entre eux. Le laquais, habitué à lui, l'avait fait entrer sans cérémonie et était retourné à son office. Il ne garda pas une distance prudente de 8 pieds cette fois. Il vint se tenir à son épaule et regarda les rangées de noms de son écriture régulière. Il resta silencieux, si longtemps qu'elle finit par poser sa plume. « Vous avez une belle écriture, dit-il. J'écris 300 invitations à un bal que je passerai debout contre un mur. C'est la seule belle chose dans cet arrangement. » Elle fléchit ses doigts endoloris. « Pourquoi me regardez-vous comme ça? »« Parce qu'il y a de l'encre sur le côté de votre main, dit-il. Et j'ai passé 2 ans à la décrire à des étrangers. Et il me vient à l'esprit que je n'ai jamais eu la permission de simplement la regarder. » Et avant qu'elle ne puisse décider de l'interdire, il prit sa main, la droite, celle qui était ancrée. Il la retourna doucement dans les siennes, comme si c'était l'une des petites pièces d'échecs. Et il passa son pouce une fois le long de la légère ombre grise au bord de sa paume, là où l'encre se déposait toujours. Ce n'était pas inconvenant. Un homme peut prendre la main d'une femme, mais aucun d'eux n'avait touché l'autre depuis un échiquier 2 hivers auparavant. Et le calme plat et discipliné que Béatrice avait construit pendant 2 ans se déchira à la couture de ce simple contact. La chaleur de ses mains autour de sa main froide, le contact rugueux d'un cal de cavalier contre sa jointure, le silence absolu de la pièce pluvieuse. Elle sentit son propre pouls dans son poignet où ses doigts reposaient. Elle sut qu'il le sentait aussi, parce que son pouce s'immobilisa sur sa paume. Et aucun d'eux ne respira, et la pluie tomba. Et toute la cour prudente dans les coins, toutes ces semaines de météo, de latin et de 3 pieds de distance bienséante, se réduisirent aux quelques centimètres carrés de peau où son pouce reposait sur sa main. « Vous ne devriez pas, murmura-t-elle. Cela devenait, pensa-t-elle vaguement, la seule chose qu'elle lui disait jamais. Je sais. Sa voix était devenue rauque. Il ne la lâcha pas. Dites-moi d'arrêter, et je le ferai. J'ai été très obéissant. Je vous ai obéi au concert. Je vous obéirai maintenant.
à l'instant où vous le demanderez. Une pause que la pluie remplit. Mais vous n'avez pas demandé. Elle n'avait pas demandé. C'était la chose insupportable. Elle se tenait au bord de 2 ans de discipline, sa main dans la sienne, et le mot « arrêter », simple et facile sur sa langue. Et elle ne pouvait pas se résoudre à le prononcer. Parce que le renvoyer de cette petite chaleur était plus qu'elle ne pouvait faire. Et la garder était plus qu'elle ne pouvait se permettre. Alors elle fit la chose lâche et miséricordieuse, et ne dit rien du tout. Elle laissa sa main là où elle était le temps de 3 respirations de plus. Ce fut le pas du laquais dans le couloir qui rompit le charme, pas l'un d'eux. Il relâcha sa main et recula à sa distance appropriée une demi-seconde avant que la porte ne s'ouvre. Et au moment où le laquais entra avec un message sur les essayages qui prenaient du retard, le duc de Wexford se tenait près de la fenêtre, commentant la pluie. La chaperonne était de nouveau penchée sur ses invitations. La seule preuve que quelque chose s'était passé était la petite tache d'encre fraîche qu'elle avait laissée sur le coin du nom de la marquise de Tavistock, là où sa main avait tremblé. Quand le laquais fut parti, le duc dit très bas, sans se détourner de la fenêtre, « Je me souviendrai de ça jusqu'à ma mort. Je veux que vous le sachiez. Quoi qu'il arrive, quoi que vous décidiez que je sois ou ne sois pas pour vous, j'ai tenu votre main sous la pluie un mardi, et vous ne m'avez pas renvoyé. Et ce mardi-là vaut plus pour moi que toutes les saisons que j'ai passées à regarder des étrangères. » Béatrice trempa sa plume et écrivit le nom suivant avec une main qui, par la seule force de 2 ans d'entraînement, avait cessé de trembler. « Rentrez chez vous, Julian, dit-elle doucement, avant que le laquais ne revienne et ne découvre que vous avez cessé de faire semblant de regarder la pluie. » Il partit, mais à la porte, il s'arrêta et dit la phrase en latin, douce comme la pluie elle-même, « Tant que j'espère, je respire. » Et il était parti avant qu'elle ne puisse répondre, ce qui était aussi bien, car elle n'avait aucune réponse qui aurait été sûre à donner. Elle prouva sa valeur une 15aine de jours avant le bal, une nuit qui faillit ruiner la famille Ashby. Et le duc la vit faire. Et après, il cessa d'essayer de la convaincre qu'elle était intelligente, et commença à essayer de la convaincre qu'elle était courageuse. Ce qu'elle trouva bien plus difficile à contester. C'est la plus jeune fille qui en fut la cause. Margaret, 16 ans, le cœur tendre, et persuadée par tout le monde, y compris elle-même, que rire trop fort était sa plus grave faute, avait reçu des billets. Béatrice, dont le métier était de savoir les choses avant qu'elles ne deviennent des catastrophes, avait remarqué le changement chez la jeune fille une semaine plus tôt. La nouvelle habitude de se glisser à la fenêtre au son des chevaux, le rouge qui venait et partait sur son visage, le roman emprunté, soudain plein de fleurs pressées qu'il ne contenait pas avant. Elle n'avait rien dit, car une chaperonne qui accuse sans preuve est renvoyée dans l'heure. Elle avait plutôt simplement observé, comme elle observait tout, et attendu la nuit où l'affaire se déclarerait. Elle se déclara lors d'une soirée de cartes chez les Fenwick. La compagnie était nombreuse, le souper long, et une chaperonne pouvait perdre de vue une jeune fille au cœur tendre pendant le quart d'heure qu'il faut pour la ruiner. Béatrice perdit de vue Margaret à 11 heures. Elle trouva sur la chaise où la jeune fille avait été un billet plié qui avait glissé d'un réticule. Le billet, d'une écriture fluide et malhonnête, nommait l'heure, la porte du jardin et une chaise de poste attendant dans les écuries. Il était signé de l'initiale d'un homme que Béatrice connaissait de réputation, un certain Monsieur Trail, beau comme un ange déchu et 2 fois plus ruiné. Il avait dilapidé 2 fortunes et en chassait une 3e. Il avait choisi Margaret Ashby, non pas pour sa dot, qui était modeste, mais parce que la vigilance de sa mère était entièrement consacrée à la sœur aînée, et que la plus jeune pouvait être obtenue à bon compte. Une autre femme aurait crié pour Lady Ashby. Béatrice ne le fit pas. Elle comprit en l'espace d'une respiration qu'une alarme déclenchée dans une soirée de cartes bondées ruinerait Margaret, aussi sûrement que la fugue elle-même. Que la seule façon de sauver la jeune fille était de s'assurer que personne ne sache jamais qu'il y avait eu quelque chose à sauver. Alors elle se leva, souriante, dit à la matrone la plus proche que mademoiselle Margaret s'était sentie faible et était allée s'allonger. Et elle marcha, sans courir, car courir se remarque, à travers la maison, et sortit par une porte latérale dans les écuries froides. Là, une chaise de poste attendait en effet avec ses lanternes voilées. Monsieur Cray était à sa porte ouverte, et Margaret, à moitié dedans, à moitié dehors, le visage blanc, son courage l'abandonnant maintenant que la romance était devenue un véhicule et une ruelle sombre.
Le duc de Wexford l'avait suivi. Il avait vu le billet glisser, avait vu le visage de Béatrice changer. Il s'était levé quand elle s'était levée, et l'avait suivi à travers la maison à distance. Pas pour interférer, lui dirait-il plus tard, mais parce qu'une femme qui sort d'une soirée de cartes, avec cette immobilité particulière dans les épaules, est une femme qui marche vers les ennuis. Et il avait passé 2 ans à ne pas vouloir la laisser marcher vers quoi que ce soit seule. Il arriva à l'entrée des écuries à temps pour voir ce qu'elle fit. Et ce qu'elle fit, il ne l'oublia jamais. Il n'y eut pas de larmes, pas de supplications, pas de voix élevées. Elle s'approcha de la chaise, dans le petit halo de sa lumière voilée, et elle dit à M. Cray, d'une voix si plate et si calme qu'elle glaça le sourire exercé de l'homme, « Mademoiselle Ashby a changé d'avis. Vous allez l'aider à descendre. » « Je pense, dit Cray, se reprenant, le charme glissant sur son visage comme de l'huile sur l'eau, que la dame est en âge de savoir ce qu'elle veut, et qu'une compagne payée n'est pas en position de... Vous avez dilapidé la fortune des Latimer en 18 mois, dit Béatrice d'un ton de conversation, comme si elle discutait du temps. Et le règlement des Granville en moins de temps. Il y a un tailleur sur Conduit Street qui a juré de vous faire arrêter pour dette dès que vous mettrez les pieds dans sa paroisse. Et un homme sur Bruton Street qui détient votre billet de 400 livres et a perdu patience. Vous avez choisi Mademoiselle Ashby parce que sa dot, bien que petite, est liquide et parce que sa mère surveille la mauvaise fille. Vous avez mal calculé sur un seul point. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Vous avez supposé qu'il n'y avait personne dans la maison qui fasse attention. Aidez-la à descendre, Monsieur Cray, et continuez votre route vers où que vous imaginiez pouvoir encore aller. Et je vous donne jusqu'au matin avant de présenter votre billet de 400 livres au seul homme de Londres qui vous effraie plus que le tailleur. Et vous savez de quel homme je parle, car je peux voir à votre visage que vous le savez. C'était en partie du bluff. Elle ne détenait pas un tel billet et ne l'avait jamais eu. Mais c'était un bluff construit sur 2 ans passés dans les coins à écouter ce que les gens disaient quand ils pensaient que personne d'important n'était dans la pièce. Et il était construit de faits réels, assemblés en une structure qui ne laissait à Cray aucune issue visible dans l'obscurité d'une écurie, avec l'ombre d'un duc remplissant la ruelle derrière lui. Il regarda la chaperonne. Il regarda par-dessus elle le duc, et il calcula, comme de tels hommes calculent toujours, qu'il n'y avait rien ici qui vaille les 400 livres. Il aida Margaret à descendre avec une grandiloquence, qui prétendait que c'était sa propre idée, monta seul dans la chaise, et fut emporté dans l'obscurité et hors de l'histoire. Béatrice rattrapa Margaret alors que les genoux de la jeune fille cédaient. Elle la serra dans ses bras et murmura les 4 mesures rassurantes qu'elle aurait murmurées au pianoforte. Et par-dessus la tête tremblante de la jeune fille, elle croisa les yeux du duc de Wexford à travers les écuries froides. Aucun d'eux ne dit rien, car il n'y avait rien à dire qui ne serait plus petit que ce qu'il venait de la voir faire. Il en parla une fois, des jours plus tard, dans le salon, à voix basse, pendant que Cassandra massacrait une chanson. « Vous avez été magnifique, dit-il. Vous étiez aussi entièrement sans autorité, sans rang, sans une seule chose pour soutenir le bluff. Et vous vous êtes approché d'un homme désespéré dans le noir et l'avez mis en déroute avec 400 livres que vous ne possédez pas. J'ai commandé des hommes qui ne l'auraient pas fait. J'ai un avantage que vos hommes commandés n'ont pas, dit Béatrice, sans lever les yeux de son ouvrage. Je n'ai plus rien à perdre. Une femme qui n'a rien à perdre est la créature la plus redoutable dans n'importe quelle pièce, votre grâce. C'est le seul pouvoir qu'ils ne peuvent pas me prendre en me prenant mon poste. Je l'ai appris le matin où j'avais 9 livres et un créancier à 2 jours derrière moi. On apprend beaucoup quand on n'a rien, sur ce qui effraie les hommes qui ont tout. Il resta silencieux un moment. Alors, Lady Ashby, sait-elle ce que vous avez fait pour sa fille? Non, et elle ne le saura jamais. Si elle le savait, elle devrait être reconnaissante, et la gratitude envers une compagne est intolérable pour une femme comme elle. Cela ferait de moi une personne, et les personnes doivent être prises en compte, alors que les parapluies n'en ont pas besoin. Margaret est en sécurité. La famille est indemne, et personne ne saura jamais qu'il y a eu un danger. C'est tout ce pourquoi j'ai été engagé, votre grâce. J'empêche les catastrophes de se produire. Et la récompense pour avoir empêché une catastrophe de se produire est que tout le monde s'accorde à dire qu'elle n'aurait jamais pu arriver. Elle fit un dernier point. C'est, dans l'ensemble, le travail le plus satisfaisant que j'ai. Personne ne le voit,
C'est tout l'intérêt. C'est la seule chose que je fais entièrement pour elle-même, parce qu'il n'y a personne pour qui la faire. Il y en a maintenant, dit-il doucement. Il tourna la chevalière avec son pouce et ne dit rien de plus, car Cassandra avait atteint le passage difficile, et toute la pièce regardait miséricordieusement ailleurs. Les ennuis, quand ils arrivèrent, vinrent du côté qu'elle avait le moins gardé. C'était le bal des Ashby, le grand événement de la saison de Lady Ashby. 300 bougies, un souper de pâté de homard, et toute la bonne société à marier entassée dans les longs salons de la maison de Grosvenor Square. Béatrice était sur pied depuis l'aube, arrangeant les fleurs, apaisant les couturières et écrivant les cartons de table. Au moment où les invités arrivèrent, elle s'était repliée dans son coin habituel, avec l'épuisement particulier d'une personne qui a construit une fête dont elle n'a pas le droit de profiter. Le duc de Wexford arriva tard, comme les ducs peuvent le faire. Lady Ashby le reçut avec la certitude radieuse d'une femme qui attend une offre pour sa fille avant la fin de la semaine. Elle avait des raisons d'être certaine. Cet après-midi même, une amie lui avait dit en confiance que Wexford avait été vu à la bibliothèque de Mount Street 3 matins de suite. Et dans une bibliothèque de près, un duc ne flâne pas pour des sermons. Il faisait sa cour en secret, disait l'ami. Il se renseignait. Ce ne pouvait être que Cassandra. C'est le mot secret qui a tout défait. Car Lady Ashby, en retournant l'information tout au long de l'après-midi, avait commencé à se poser des questions. Un duc qui souhaitait courtiser Cassandra ouvertement n'avait pas besoin de se cacher dans les bibliothèques. Il n'avait qu'à venir, comme il l'avait fait, et se déclarer. Pourquoi le secret? Pourquoi les bibliothèques, les livres empruntés, les longues conversations plates menées avec une apparente indifférence? Et pourquoi? La question fit surface comme une écharde remontant à travers la peau. Pourquoi, à chacune de ses visites, le duc s'était-il arrangé pour passer une partie de son temps près de la banquette de la fenêtre où sa compagne était assise? Lady Ashby était belle, autoritaire, et bien des choses que Béatrice avait des raisons de ne pas admirer. Elle n'était pas stupide. Au moment où son bal battait son plein, elle avait assemblé la vérité à partir d'une douzaine de petits morceaux. Elle la portait dans la pièce comme une respiration retenue, en observant. Elle regarda le duc saluer son hôtesse. Elle le regarda admirer, avec son ennui habituel, un bouquet de roses de serre. Elle le regarda refuser de danser avec Cassandra sous prétexte d'une cheville foulée qui ne l'avait pas gênée dans les escaliers. Et elle le regarda, dans un moment d'inattention entre deux danses, laisser ses yeux se poser juste une fois, juste l'espace d'un battement de cœur, sur le coin où une femme en gris se tenait, comptant les fenêtres. C'était tout un regard. Mais Lady Ashby avait construit toute sa vie sur la lecture des pièces, et elle lut celle-ci. Et son beau visage devint très immobile. Béatrice le sentit avant de le comprendre. La façon dont l'air change avant un orage. Elle vit Lady Ashby traverser la pièce vers elle, souriante. Elle connaissait ce sourire. Elle enfonça son ongle dans son doigt et tint bon, car il n'y avait plus nulle part où aller. Vane, la voix était mielleuse. Vous avez l'air malade. La chaleur, je suppose. Éloignez-vous un peu de la foule. Sa main se referma sur le coude de Béatrice, douce comme une menotte. Elle la guida à travers une porte latérale dans la petite antichambre, où la table de cartes était vide. La porte se referma avec un déclic, et le miel avait disparu. « Depuis combien de temps, dit Lady Ashby, le duc de Wexford se moque-t-il de moi dans mon propre salon? Milady, je vous ai observés tous les deux pendant 1 heure. Je l'ai vu refuser ma Cassandra pour épargner une cheville, puis traverser la pièce sans boiter. Je l'ai vu vous regarder. Sa voix ne s'éleva pas. Elle s'aiguisa, ce qui était pire. Je vous ai recueilli, Vane. Je vous ai donné un poste quand personne d'autre en Angleterre ne voulait de vous. La fille d'un gentleman avec un nom ruiné et les dettes d'un tricheur aux cartes autour du cou. Je vous ai logé, je vous ai payé. Et en retour, vous avez mené une intrigue clandestine avec le seul homme que j'avais choisi pour ma fille, sous mon propre toit, sur mon propre temps. Il n'y a pas d'intrigue. C'était presque vrai. Je n'ai jamais été seul avec lui intentionnellement. Je n'ai jamais encouragé. Vous avez un visage qui encourage, dit Lady Ashby, et le mépris dans sa voix était total. Vous pensez que parce que vous vous habillez en gris et que vous vous tenez dans les coins, vous êtes invisible. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes précisément le genre de femme qui ruine les maisons, le genre discret, le genre intelligent, le genre qu'un homme remarque parce qu'elle essaye de ne pas être remarquée. Je ne le tolérerai pas. Me comprenez-vous?
Je ne laisserai pas les perspectives de ma fille être sacrifiées à la vanité d'une compagne. Béatrice resta très immobile. Que souhaitez-vous que je fasse, milady? Vous quitterez cette maison ce soir, après le bal, pour ne pas faire de bruit. Vous serez parti avant que la famille ne se lève. Je vous écrirai une lettre de recommandation. La plus petite pause, calculée, cruelle, ou je ne le ferai pas. Selon que l'on puisse compter sur vous pour disparaître aussi discrètement que vous êtes venu. Il y a des postes dans le Nord, en Écosse. Une femme de vos talents et de votre discrétion pourrait très bien s'en sortir dans une maison où il n'y a pas de gentleman éligible à moins de 40 miles. Je ferai des recherches. Ou, et ici elle laissa l'alternative en suspens, douce et pourrie. Vous pouvez rester et expliquer au duc, la prochaine fois qu'il viendra, que vous trouvez ses attentions désagréables. Et le convaincre si bien qu'il ne dérangera plus cette famille. Convainquez-moi, Van, que l'on peut compter sur vous. Alors, nous n'aurons pas besoin de parler de l'Écosse. C'était un choix qui n'en était pas un. Rester et écraser la seule bonne chose qu'elle s'était permise d'avoir, et le faire de manière si convaincante qu'il ne douterait jamais de sa cruauté. Ou partir seule dans le Nord, dans une maison au bout du monde où aucun homme ne la regarderait plus jamais, de l'autre côté d'un échiquier. Ce qui était peut-être, pensa-t-elle avec un calme qui l'effrayait, la chose la plus sûre, après tout. « Je donnerai ma réponse à votre seigneurie le matin, » dit Béatrice. « Vous me la donnerez maintenant. » Non. Le mot sortit stable, et Béatrice fut presque surprise de l'entendre. « Vous m'avez offert un choix. Un choix mérite une nuit de réflexion. J'ai servi cette famille fidèlement pendant 2 ans, et je ne vous ai jamais donné de motif de plainte. J'ai écrit vos cartons, apaisé vos couturières, et maintenu vos filles en contenance. Et je l'ai bien fait. Et vous savez que je l'ai bien fait, parce que vous n'avez jamais eu à le faire vous-même. Vous pouvez me renvoyer. C'est votre droit. Mais vous ne me ferez pas décider de tout mon avenir dans le coin d'une salle de cartes pendant que 300 personnes mangent vos pâtés de homard de l'autre côté de cette porte. Je vous répondrai le matin. » Lady Ashby la dévisagea. Un instant, quelque chose bougea derrière le beau visage précis, la surprise peut-être, ou la vague reconnaissance que le parapluie avait une colonne vertébrale. Puis il se referma. « Le matin alors, dit-elle. Et pas un mot, pas un regard, pas même un souffle dans sa direction pour le reste de la nuit. S'il vous fait ne serait-ce qu'un signe de tête à travers cette pièce, l'offre d'une lettre de recommandation meurt avec les bougies. Me comprenez-vous, Vane? Parfaitement, milady. Elle devait le trouver. Elle devait le trouver et l'avertir de rester loin d'elle pour le reste de la soirée. Sinon, Lady Ashby mettrait à exécution toutes les menaces qu'elle avait faites, et quelques-unes auxquelles elle n'avait pas encore pensé. Béatrice se glissa de nouveau dans la salle de bal, le cœur battant comme un oiseau piégé. Son visage était arrangé dans le rien prudent de 2 ans de pratique. Elle balaya la foule du regard à la recherche de la seule carrure qu'elle pouvait trouver dans n'importe quelle pièce. Il la cherchait. Bien sûr qu'il la cherchait. Dès qu'elle apparut, il commença, avec la lente inévitabilité du temps, à se diriger vers elle. Elle sentit 300 paires d'yeux qui n'étaient ni sur l'un ni sur l'autre, et une paire, celle de Lady Ashby, de l'autre côté de la pièce, qui ne regardait rien d'autre. Elle ne pouvait pas lui parler. Elle ne pouvait pas être vue en train de lui parler. Mais elle ne pouvait pas le laisser venir. Alors elle fit la seule chose à laquelle elle put penser. Elle passa près de lui en se dirigeant vers la salle à manger, et elle dit sans tourner la tête, de la voix plate et basse qu'une chaperonne utilise avec un laquais, 6 mots à peine plus forts qu'un souffle, « Ne me regardez pas, s'il vous plaît. » Elle le sentit s'arrêter à côté d'elle. Elle le sentit comprendre, sentit toute sa posture changer alors que l'homme qui lisait les échiquiers lisait celui-ci. Et elle continua vers la salle à manger sans s'arrêter, le laissant debout au milieu de la salle de bal, faisant avec un effort visible absolument rien du tout. C'était la chose la plus gentille qu'elle pouvait faire pour lui, et cela lui semblait la chose la plus cruelle qu'elle ait jamais faite de sa vie. Il lui en coûta tout pour lui obéir. Le duc de Wexford se tint dans la salle de bal de Lady Ashby et ne regarda pas la femme qui s'éloignait de lui. Et ne pas regarder fut l'acte physique le plus difficile qu'il ait accompli depuis qu'il était descendu pour le petit déjeuner au cœur et s'était forcé à sortir sans vérifier la salle commune une dernière fois. Il comprit assez. 6 mots d'une voix plate et un visage comme un volet fermé. Lady Ashby de l'autre côté de la pièce, avec l'immobilité vive et particulière d'une femme qui a découvert quelque chose et a l'intention de l'utiliser.
Il avait été négligent. Il avait laissé ses yeux aller vers le coin, une fois, juste une fois. Et une fois avait suffi. Et maintenant, Béatrice en payait le prix, comme elle lui avait toujours dit qu'elle le ferait. Il se força à danser avec Cassandra. Il se força à manger un pâté de homard. Il y avait un homme nommé Fenwick qui dit quelque chose, et le duc se força à en rire. Il admira les fleurs une deuxième fois, et partit à une heure respectable, avec une révérence respectable. Et toute la performance avait un goût de cendre dans sa bouche. Parce que quelque part dans cette maison, une femme qui avait porté un cheval de bois pendant 2 ans était forcée de choisir entre son gagne-pain et la seule chose qu'elle s'était permise de vouloir. Et c'était de sa faute. Et il ne pouvait rien faire, car tout ce qu'il ferait ne ferait qu'empirer les choses. Chez lui, il ne dormit pas. À la fenêtre de son bureau, il se tenait, tournant le cavalier blanc entre ses doigts. Il pensait au coup le plus intelligent sur l'échiquier, celui que l'on ne fait pas à temps. Et quelque part près de l'aube, il résolut qu'il ne ferait pas cette erreur 2 fois. Une fois déjà, il l'avait laissé partir par un sens déplacé de l'honneur, envers un lien qui ne le méritait pas. La laisser être envoyée en Écosse maintenant par sa propre lâcheté était une chose qu'il trouvait qu'il ne pouvait pas envisager, quel qu'en soit le coût. Et pendant les longues heures grises, il avait commencé à calculer ce que cela pourrait coûter. Il ne la laisserait pas disparaître à nouveau. Mais quand il se présenta à la maison des Ashby l'après-midi suivant, sa résolution dure et brillante en lui, le laquais lui dit que la famille n'était pas à la maison. Et quand il se présenta le lendemain, la réponse fut la même. Et le 3e jour, la sous-femme de chambre, qui avait un amoureux dans ses écuries, et un cœur tendre en plus, lui glissa un papier plié, alors qu'il se détournait de la porte. Et le papier, d'une écriture qu'il connaissait, disait ceci. « Vous ne me devez rien. La faute était mienne de m'être laissé voir espérer. J'ai pris un poste dans le Nord et je suis parti avant que vous ne lisiez ceci. Ne me cherchez pas. Vous êtes très doué pour ne pas regarder. Vous l'avez prouvé au bal et je n'ai jamais de ma vie été plus reconnaissante à quelqu'un pour quoi que ce soit. Soyez-moi inutile une dernière fois. B.V. » Sous la signature, pressé dans le pli du papier, se trouvait un cavalier d'échecs blanc. Julian le lut, debout sur le seuil des Ashby, la porte se refermant déjà derrière lui. Et le monde s'effondra. C'était l'heure sombre de Béatrice, et elle avait commencé avant celle du duc. Elle n'avait pas dormi non plus la nuit du bal. Elle était restée assise dans sa chambre froide et avait retourné le choix de Lady Ashby encore et encore. Et quelque part dans les petites heures, elle avait compris qu'il n'y avait aucune version de rester qui ne se terminait pas par sa ruine ou la sienne. Si elle restait et le repoussait, elle devrait être assez cruelle pour le convaincre, et elle avait vu ce que 2 ans à se croire indigne lui avaient déjà fait. Elle ne serait pas la femme qui le confirmerait. Et si elle restait et ne le repoussait pas, si elle laissait la lente cour dans les coins continuer sous les yeux maintenant ouverts de Lady Ashby, cela se terminerait en scandale. Et un duc survit à un scandale, mais une compagne non. Il lui avait dit qu'il ne la laisserait pas disparaître. Elle le croyait. C'était le problème. Un homme qui ne la laisserait pas disparaître, en essayant de la sauver, la détruirait. Parce que la seule chose qui protégeait une femme dans sa position était précisément que personne de son rang ne la regardait jamais. Il n'avait jamais voulu que la garder, se dit-elle dans la lumière plate et grise avant l'aube. Elle a gardé la déferait. Il l'avait courtisée dans les coins parce qu'il aimait le secret, et le secret avait été le danger depuis le début. Il avait porté un cheval de bois à travers le pays parce qu'un duc peut se permettre d'être sentimental, et elle ne le pouvait pas. Elle se força à le dire clairement. Le pire, la chose qu'elle ne croyait pas, et se força à croire quand même. Il avait voulu la femme de l'auberge, l'étrangère intelligente dans la neige, l'énigme. Et l'énigme était la chose qu'il aimait, pas la femme grise, qui devrait vivre avec les décombres quand son attention passerait à autre chose. Il n'avait jamais eu à calculer le coût de la regarder. Elle n'avait compté rien d'autre pendant 2 ans. Alors elle s'était levée avant la maisonnée, avait fait sa petite malle et était descendue dans le bureau de Lady Ashby pendant que la maison dormait encore. Elle avait accepté le poste dans le Nord, la famille d'un ecclésiastique près d'Inverness, 6 filles et un presbytère humide, et aucun gentleman éligible à moins de 40 miles, exactement comme annoncé. Lady Ashby lui avait écrit une lettre de recommandation après tout, froide et correcte. Elle n'avait pas levé les yeux de son bureau en la lui tendant. « Vous êtes plus sage que je ne le pensais, Vane », avait-elle dit.
Une disparition propre. Je dirais à quiconque le demande que vous êtes parti soigner un parent malade. Il n'y a pas de parent, avait dit Béatrice. Il n'y a personne. C'est un peu tout mon intérêt. Et elle avait pris la lettre, était montée écrire sa note au duc, et avait pressé le deuxième cavalier blanc dans le pli. Parce qu'elle ne pouvait même pas maintenant, même à la fin, abandonner complètement le jeu. Et puis elle avait pris la première diligence vers le nord, comme elle avait pris une fois la première diligence vers le sud, fuyant une chose qu'elle ne pouvait pas se permettre de vouloir. C'est le deuxième jour de ce voyage vers le nord, quelque part après Grantham sous la pluie, que Béatrice comprit qu'elle s'était trompée. Elle s'était raconté l'histoire de l'énigme, qu'il aimait l'étrangère, pas la femme, la neige, pas le gris. Elle la retourna une fois de trop, et elle se brisa. Parce que l'homme de la bibliothèque de près n'avait pas été pris par une énigme, il avait demandé si Lady Ashby était gentille avec elle. Il avait remarqué qu'elle était fatiguée. Il s'était tenu à 8 pieds de distance avec la porte ouverte, et avait avoué que le coup le plus intelligent sur l'échiquier est celui que l'on ne fait pas à temps. Et il n'y avait aucune énigme sur son visage quand il l'avait dit. Seulement un homme la regardant comme si elle était la réponse et non la question. Elle avait construit le mensonge parce que le mensonge la laissait fuir, et fuir était la seule compétence qu'elle avait perfectionnée. Et elle avait fui le seul homme qui, en 2 ans ou 20, l'avait réellement vu debout dans un coin, essayant de ne pas être vu. Mais la diligence va vers le nord, que vous ayez changé d'avis ou non. D'une compagne avec 9 livres et l'offre d'un ecclésiastique ne fait pas demi-tour sur un coup de tête. Et la fierté est une piètre compagne de voyage, mais tenace. Et Béatrice Vannes continua vers Inverness, parce qu'elle ne croyait pas, même alors, qu'un duc viendrait. Il vint. Il lui fallut 11 jours. La sous-femme de chambre ne savait pas où elle était allée, seulement que c'était vers le nord. Lady Ashby ne voulait rien dire. Et Julian, qui avait passé 2 ans à ne pas trouver une femme dans 3 comtés, découvrit qu'il était bien meilleur à la recherche quand il avait un nom à demander. Il la traça à travers les relais de poste, comme il avait une fois eu l'intention de la tracer et n'avait jamais pu. La dame en gris voyageant seule vers le nord. Et à chaque étape, la réponse venait un peu plus fraîche. Et à Perth, un palefrenier se souvint clairement d'elle. Et à la fin, il parcourut les derniers miles lui-même sous la pluie, parce que la diligence était trop lente. Il remonta la route du presbytère jusqu'à un presbytère carré et gris avec les visages de 6 enfants aux fenêtres et un jardin humide. Et Béatrice Vannes était à genoux dans ce jardin sous la pluie, plantant quelque chose. Parce que la femme de l'ecclésiastique le lui avait demandé, et parce que le travail était la seule chose qui l'avait jamais apaisé. Elle entendit le cheval et ne leva pas les yeux. Les compagnes ne lèvent pas les yeux sur les chevaux. Les chevaux n'étaient pas leurs affaires. Elle l'entendit s'arrêter. Elle entendit un homme descendre de cheval et des bottes sur le gravier mouillé. Et toujours elle ne leva pas les yeux, parce qu'elle était devenue très douée pour ne pas regarder, et parce qu'elle avait peur de ce qui lui arriverait si elle regardait et que c'était lui. Et tout aussi peur de ce qui arriverait si elle regardait et que ce n'était pas lui. « Vous, dit le duc de Wexford, debout sous la pluie, au bord du potager d'un ecclésiastique à 400 miles de Londres, êtes extrêmement difficile à trouver pour une femme qui ne cesse de me laisser des pièces d'échecs. » Les mains de Béatrice s'étaient immobilisées dans la terre humide. « Les compagnes ne reçoivent pas de visiteurs, votre grâce. Je ne suis pas venu en visite. Je suis venu me donner complètement en spectacle devant 6 enfants et un ecclésiastique. Et je dois vous avertir que j'ai l'intention de le faire. Que vous vous leviez ou non, alors vous feriez aussi bien de vous lever et de regarder. » Il contourna le muret et s'arrêta à quelques pieds d'elle, sans chapeau, son manteau sombre de pluie. Et il ne ressemblait pas du tout à un duc. Il ressemblait à l'homme de l'auberge, trempé jusqu'aux os et entièrement sans dignité, et parfaitement, férocement heureux. « J'ai quelque chose à vous. 2 choses, en fait. » Il tendit la main. Sur sa paume se trouvaient 2 cavaliers d'échecs blancs, côte à côte. « Vous n'arrêtez pas de laisser les petites pièces derrière vous. J'ai commencé à penser que vous le faites exprès pour que je doive vous suivre. » Béatrice se leva lentement, ses jupes lourdes de pluie et de terre, ses mains tremblant, et pas à cause du froid. « Vous n'auriez pas dû venir. J'en suis conscient. Vous m'avez écrit une lettre très claire. Vous m'avez dit de vous être inutile une dernière fois. Et j'ai essayé, Béatrice. J'ai vraiment essayé. Et j'ai découvert que j'ai épuisé toute ma capacité à vous être inutile en une seule nuit lors d'un bal, et il ne m'en reste plus. » Sa voix n'était pas légère maintenant. La pluie coulait sur sa mâchoire.
Écoutez-moi, j'ai parcouru 400 miles pour dire une chose, et je vais la dire maladroitement parce que je ne l'ai jamais dite auparavant. Vous pensez que je voulais la femme de l'auberge? L'étrangère. L'énigme. Vous pensez que lorsque l'énigme serait résolue, je perdrais tout intérêt. Et un duc peut se le permettre, mais pas une compagne. Et donc vous avez fui vers le nord, pour nous épargner tous les deux. Je l'ai lu dans votre lettre. La faute était mienne de m'être laissé voir espérer. Comme si l'espoir était une faute. Comme si vous étiez une chose dont je me lasserais. Ne le suis-je pas? La voix de Béatrice se brisa net en deux. Vous aimez une femme intelligente de l'autre côté d'un échiquier. Julian, il n'y a pas d'échiquier ici. Il y a de la boue, 6 enfants et un presbytère humide. Et une femme de 26 ans, avec un nom ruiné et 40 livres par an. Regardez-moi. Je suis exactement ce que Lady Ashby a dit que j'étais. Le genre discret. Le genre qu'un homme remarque parce qu'elle essaye de ne pas être remarquée. Et l'attention s'estompe. Et puis il n'y a que le silence. Et je ne peux pas. Je ne survivrai pas à être remarqué puis oublié une deuxième fois. J'y ai survécu une fois. Je vous ai laissé un cavalier sur un échiquier et j'ai fui. Et il m'a fallu 2 ans pour... Elle s'arrêta. 2 ans pourquoi? Pour cesser d'espérer, murmura-t-elle. Et je venais juste d'y arriver. Et puis vous avez franchi une porte. Le duc franchit la dernière distance entre eux. Il ne la toucha pas. Il se tint assez près pour qu'elle puisse voir la pluie sur ses cils, et les cavaliers blancs, toujours dans sa main ouverte. Et quand il parla, c'était bas et stable, sans aucune des plaisanteries qui avaient été leur armure pendant des semaines. Je ne suis pas venu parce que vous êtes intelligente, bien que Dieu sait que vous l'êtes. Je ne suis pas venu parce que vous êtes une énigme. Vous êtes la chose la moins énigmatique de ma vie. Vous êtes la seule chose dont j'ai jamais été certain. Je suis descendu pour le petit déjeuner au cœur, certain que vous seriez là. Et vous n'y étiez pas. Et pendant 2 ans, j'ai été un homme entrant dans des pièces, certain que vous y seriez. Ce soir-là, il y a 11 jours, je suis entré dans une pièce, et vous étiez là, dans un coin, essayant de ne pas être vu. Et je veux vous dire quelque chose sur ce moment, Béatrice. Il prit une inspiration. Je ne vous ai pas aimé parce que vous étiez l'étrangère dans la neige. Je vous ai aimé quand vous avez enfoncé votre ongle dans votre doigt pour ne pas rire lors d'un bal. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai su que la femme dans le coin et la femme de l'auberge étaient la même femme. Et que j'avais passé 2 ans à chercher l'une de vous, alors que j'aurais pu aimer les deux. La pluie tombait. Quelque part dans le presbytère, un enfant chantait. Béatrice se tenait dans les décombres du potager de l'ecclésiastique, de la boue jusqu'au poignet. Des larmes qu'elle n'aurait pas appelées des larmes coulaient avec la pluie. Et elle comprit qu'elle avait fui à 400 miles du seul homme qui avait jamais regardé le coin et y avait vu une personne. « Dites-le encore, dit-elle. La phrase en latin, comme vous la dites. » Son visage changea, la plaisanterie revenant, mais plus douce maintenant. La monnaie privée, dépensée enfin au grand jour. « Tant que j'espère, dit le duc de Wexford, je respire. »« J'ai votre reine, dit Béatrice, d'une voix mal assurée. Dans ma boîte à ouvrage. Je l'ai prise à l'auberge. Pas le cavalier. Le cavalier, je vous l'ai laissé. J'ai pris votre reine blanche, parce que je ne pouvais pas partir sans rien de vous. Et je l'ai portée pendant 2 ans, et ne l'ai jamais dit à âme qui vive. Et je pense que c'est la vraie raison pour laquelle je n'ai jamais pu tout à fait cesser d'espérer. Parce qu'une femme qui vole la reine d'un homme n'a pas entièrement concédé la partie. Il rit, un vrai rire, impuissant, 400 000 de chagrin si brisant. Puis il cessa de rire, et il tendit enfin la main, non pas pour prendre la sienne, mais pour refermer ses doigts boueux autour des 2 cavaliers blancs, ses propres mains sur les siennes sous la pluie. Et il dit, « Alors épousez-moi, et nous aurons un jeu complet. » C'est, dit Béatrice, la pire demande en mariage que j'ai jamais entendue. Et mon père a un jour proposé de récupérer 30 000 livres avec une seule main de Pharaon. C'est une proposition terrible, convint-il. Mais c'est une proposition dans laquelle vous n'aurez plus jamais à vous tenir dans un coin, et je n'aurai plus jamais à entrer dans une autre pièce sans savoir si vous y serez. Je l'ai comparé à mes autres propositions, que j'ai toutes composées à cheval sous la pluie. La plupart d'entre elles contenaient le mot « toujours », utilisé si souvent qu'il en perdait tout son sens. À la réflexion, celle-ci semblait la moins susceptible d'alarmer les ecclésiastiques. « Oui, dit-elle. » Il devint très immobile. « Dites-le encore. Vous m'avez entendu. »
J'ai beaucoup d'entraînement à dire les choses très doucement. Oui, oui, je vous épouserai. Oui, je vous aime depuis la neige, espèce d'insupportable, sentimental imbécile de 400 miles. Oui, et elle enfonça son ongle boueux dans son doigt par habitude de 2 ans. Puis délibérément, férocement, elle se laissa rire à la place, à voix haute sous la pluie, où n'importe qui pouvait la voir. Il y avait, bien sûr, l'affaire de Lady Ashby. Un duc n'épouse pas l'employé d'un ecclésiastique dans un jardin des Highlands sans que Londres ne le remarque. Et Londres le remarqua, et la remarque ne fut pas gentille. Moins d'une quinzaine de jours après l'annonce des fiançailles, les salons avaient décidé que mademoiselle Béatrice Vane était une aventurière qui avait piégé le duc de Wexford sous le nez même de son employeur. Et la voix la plus méchante du cœur était celle qui avait le plus à y perdre. Lady Ashby avait encore 2 filles à marier et une histoire à protéger. L'histoire dans laquelle elle avait été trompée par une vipère dans sa propre maison. Et elle la racontait bien dans tous les salons qui voulaient bien l'entendre, avec la dignité blessée d'une femme grandement abusée. Mais Lady Ashby, cette belle femme précise qui lisait les pièces, avait quelque chose dans son passé que même Béatrice n'avait pas connu. Et Julian, qui avait passé 11 jours à apprendre à trouver les gens, l'avait trouvé. Elle était seule quand elle le laissa paraître, bien qu'elle ne sût pas qu'elle était observée. C'était dans sa propre maison, un après-midi où elle se croyait seule, et Béatrice, qui était venue chercher le reste de ses affaires dans la chambre froide, en haut de la maison, sous la protection du duc, passa devant la porte entr'ouverte du bureau de Lady Ashby. Elle vit à travers l'entrebâillement ce que personne n'était censé voir. Lady Ashby était assise à son bureau avec un petit objet dans la main. Pas une lettre, pas un registre, mais un anneau de dentition en corail pour enfants, du genre qu'une nourrice achète, usé par la manipulation. Elle le tournait et le retournait avec son pouce, comme une personne tourne une chose qu'elle ne peut pas poser. Et son beau visage s'était défait, d'une manière que Béatrice n'avait jamais vue. Doux, vieux et dépouillé de toute sa précision. Béatrice comprit, sans un mot, qu'il y avait eu un enfant une fois, avant les filles, et que cet enfant était la raison pour laquelle Lady Ashby gardait l'avenir de ses filles vivantes comme un dragon sur un trésor, et la raison pour laquelle elle ne pouvait pas supporter, ne supporterait pas, de voir une femme sans dot jouer une maisonnée sur l'amour. Béatrice resta où elle était. Après un moment, elle recula de la porte, continua son chemin, et ne dit rien à personne. Parce qu'il y a des choses qu'une personne n'est pas censée avoir vues. La confrontation, quand elle eut lieu, se déroula sur le terrain de Lady Ashby, comme il se doit. Elle reçut Béatrice dans son salon du matin, 3 jours avant le mariage, l'ayant convoquée avec une note si froide qu'elle aurait pu être gravée. Béatrice vint seule, contre l'avis du duc, car elle avait décidé que tout ce qui se devait entre ces 2 femmes serait réglé par les femmes elles-mêmes. « Vous avez très bien réussi, » dit Lady Ashby. Elle ne se leva pas. « Une duchesse à partir de 40 livres par an. J'avoue que je ne vous en croyais pas capable. Je pensais que vous vouliez vraiment être invisible. » Sa bouche se tordit. « Il semble que nous jouions toutes les 2 la comédie. »« Je n'ai jamais joué la comédie pour vous, milady. Je n'avais aucune raison de le faire. Vous aviez déjà décidé de ce que j'étais. Et qu'étiez-vous? Une femme qui avait besoin d'un toit. Je suis toujours elle. Le toit est plus grand maintenant. C'est tout. » Béatrice soutint le regard froid sans ciller, car elle avait cessé, quelque part sur la route du retour d'Inverness, d'avoir peur des belles femmes qui lisaient les pièces. « Vous pouvez continuer à dire à Londres que je vous ai trompé. Je ne peux pas vous en empêcher. La parole d'une duchesse et celle d'une hôtesse offensée s'annuleront simplement. Et vos filles se marieront bien de toute façon, car elles sont jolies, dotées, et vous êtes redoutables. Mais je suis venu vous dire une chose, et ensuite je ne vous dérangerai plus. Vous n'avez rien perdu à cause de moi, Lady Ashby. Le duc n'allait jamais épouser Cassandra. Il n'allait jamais épouser personne d'autre que moi, car il me cherchait depuis 2 ans avant même de mettre les pieds dans votre salle de bal. Vous n'avez pas perdu un duc. Vous en avez trouvé un dans votre salon qui était déjà perdu pour quelqu'un d'autre, et vous avez pris la découverte pour un vol. » La main de Lady Ashby se déplaça légèrement vers le tiroir de son bureau. Le tiroir, Béatrice le savait d'une manière ou d'une autre, où un anneau de corail usé était gardé, puis s'immobilisa. Pendant un long moment, le beau visage précis lutta avec quelque chose,
et ce quelque chose ne gagna pas. Et Lady Ashby dit, avec le mépris dressé comme un bouclier, « Vous vous méprenez sur votre place dans cette maison, Vane. Vous l'avez toujours fait. Maintenant, vous avez une plus grande maison pour vous y méprendre. Je vous en souhaite bonne jouissance. » Elle se tourna vers la fenêtre. « Vous pouvez sortir vous-même. Vous avez toujours mieux connu l'escalier de service que le grand escalier. » C'était un renvoi, et un renvoi cruel. Béatrice le prit pour la retraite que c'était, et sortit par le grand escalier, car elle était une duchesse maintenant, et n'avait besoin de la permission de personne pour l'utiliser. Elle ne s'attendait pas à avoir de nouvelles de Lady Ashby. Le mariage fut petit pour les standards d'un duc, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 200 personnes. Le déjeuner compta 9 plats, l'évêque officia, et Béatrice portait une robe de la couleur de l'ambre profond. Parce que le duc avait dit, la seule fois où elle l'avait laissé choisir quelque chose, qu'il avait passé 2 ans à se souvenir d'elle en gris, et qu'il aimerait, pour le reste de sa vie, se souvenir d'elle dans quelque chose de la couleur du feu. Elle ne porta aucune pièce d'échec dans l'allée. Bien que les 2 cavaliers blancs et une reine blanche volée voyagèrent dans une petite boîte de velours dans la calèche après. Parce que certaines choses vont partout avec une personne maintenant. Elle avait tort. Lady Ashby vint en personne, ce qui lui coûta plus que 100 colis postés ne l'aurait fait, et c'est pourquoi elle le fit. C'était au moment où les derniers invités prenaient congé. Béatrice se tenait avec son mari dans le long salon de sa maison de ville. Le mot « mari » encore si nouveau dans sa bouche qu'elle se le répétait silencieusement comme une pièce de monnaie qu'elle avait peur de laisser tomber. Un laquais annonça, d'un ton quelque peu surpris, la douairière que personne n'attendait. Lady Ashby, qui n'avait pas été invitée, traversa la pièce qui se vidait en soie prune foncée, le menton haut. Ses 2 filles étaient restées ostensiblement à la maison. Une femme entrant sur le territoire d'une maisonnée qui avait toutes les raisons de lui fermer ses portes. Elle ne resta pas longtemps. Elle ne s'assit même pas. Elle se dirigea vers la petite table au coude de Béatrice, y posa un objet plat enveloppé de lin et recula dans l'espace de Béatrice, le jour de Béatrice, dans la maison du mari de Béatrice. Chaque centimètre carré était l'opposé de son propre salon du matin. Béatrice le ramassa et déroula le lin. À l'intérieur se trouvait une pièce d'échec. Une reine noire, très vieille, la laque usée à la couronne par un pouce qui l'avait tournée de très nombreuses fois. Et pliée en dessous, une seule feuille de l'écriture froide et précise qu'elle avait vue pour la dernière fois, sur une lettre de recommandation, tendue à travers un bureau sans un regard. Elle la déplia. Il y avait une seule ligne, et elle la lut à voix haute, parce que son mari regardait, et parce que la ligne méritait d'être entendue. Une maison a besoin d'une maîtresse qui n'a pas peur de perdre sa reine pour gagner la partie. C'était le jeu de ma mère, dit Lady Ashby. Sa voix était stable. Le coup de cette stabilité ne se voyait que dans la ligne de sa mâchoire. J'ai battu beaucoup de gens avec cette reine et protégé beaucoup de choses que je me disais valoir la peine d'être protégé. Je trouve que je n'en veux plus. J'avais tort sur vous, duchesse, en ce qui concerne votre place. On me dit que c'est la mode maintenant d'admettre de telles choses. Une pause, la plus petite fissure dans la précision. Margaret me dit, elle ne dirait pas de quoi, qu'elle vous doit beaucoup. Les filles vous ont toujours plus aimé que moi. Je commence à comprendre pourquoi. C'était la chose la plus proche d'une excuse qu'une femme comme Lady Ashby formulerait jamais. Et cela lui avait coûté une traversée publique d'une pièce hostile et l'abandon de la reine de sa mère. Et Béatrice comprit la taille de ce geste. « Merci », dit simplement Béatrice, et elle referma sa main sur la pièce noire usée. « Je vous écrirai, et j'inviterai Cassandra et Margaret à dîner. Quoi qu'il y ait entre nous, les filles n'ont jamais été autre chose que gentilles avec moi. Et une duchesse peut faire au moins ça. » Lady Ashby inclina la tête. Pas le coup d'œil froid qui avait renvoyé une compagne à travers un bureau, mais quelque chose de plus lent, quelque chose qui contenait une personne. Elle se tourna et sortit comme elle était venue. La porte se referma et elle était partie. Julian prit la reine noire usée de la main ouverte de sa femme et la tourna entre ses doigts, ses sourcils se haussant. Elle vous a donné la reine de sa mère. Nous sommes maintenant en possession de 2 cavaliers blancs, une reine blanche volée et une reine noire avec une mauvaise conscience. Ce rythme, nous aurons un échiquier complet d'ici la Saint-Michel, assemblé entièrement à partir des débris des regrets des autres. Il y avait un enfant, Julien, avant les filles. Béatrice parla doucement, regardant la porte fermée. Je l'ai vue une fois avec un anneau de dentition en corail, et elle se croyait seule.
Je pense qu'elle a peur de l'amour et de ce qu'il coûte depuis. Et je pense qu'elle a abandonné sa propre reine aujourd'hui, parce que c'était le seul moyen qu'il lui restait de dire qu'elle comprenait pourquoi je risquerais tout pour garder la mienne. Vous, dit le duc en la regardant, allez être une source de bien des ennuis en tant qu'épouse. Vous pardonnez à des gens que j'avais hâte de détester en votre nom. J'ai eu 2 ans d'entraînement à être regardé à travers, dit Béatrice. Je trouve que je n'ai aucune envie de le faire à qui que ce soit d'autre, même à elle. Il prit sa main, celle avec la reine noire usée, celle avec la légère vieille ombre d'encre sur le côté, que toute la duchesse du monde ne pourrait jamais tout à fait effacer, et il la tint. Et la calèche roula vers l'ouest, hors de Londres, vers une maison de campagne, où il lui avait promis qu'il y avait une bibliothèque avec un feu et un échiquier plus vieux que 2. 1 an et demi plus tard, un matin de début de printemps, la duchesse de Wexford était à genoux dans un jardin, son propre jardin cette fois, de la boue jusqu'aux poignets, plantant du lilas. Parce qu'elle avait dit une fois dans une salle commune enneigée à un étranger qu'elle ne verrait pas pendant 2 ans que la seule chose qui lui manquait du Hampshire était le lilas. Et son mari s'en était souvenu, comme il se souvenait de tout. Il avait commandé toute une haie à planter le long du mur sud, où elle pourrait la voir de la fenêtre de la bibliothèque. Elle entendit un cheval sur le gravier et ne leva pas les yeux, par une vieille habitude qu'elle n'avait jamais tout à fait perdue, et avait décidé de garder, parce que cela lui plaisait si déraisonnablement de contourner le mur et de la trouver ne regardant pas. « Vous, dit le duc de Wexford, contournant le muret du jardin, son manteau sur le bras et le soleil de printemps chaud sur la pierre, est extrêmement difficile à trouver pour une femme qui vit dans ma maison. Les compagnes sont entraînées à être insaisissables. » Béatrice se rassit sur ses talons et protégea ses yeux de la lumière. Elle souriait, et ses cheveux étaient tombés d'un côté et avaient attrapé le soleil, passant du brun au bronze. Et il y avait de la terre sur sa joue, où elle les avait repoussés avec une main boueuse. C'est la première chose qu'ils nous apprennent. Disparaître et laisser vos supérieurs se demander où vous êtes passé. Il traversa le jardin et s'assit sur le mur à côté d'elle, sans se soucier des culottes de duc dans le parterre de fleurs de la duchesse. De la poche de son gilet, il sortit un cavalier d'échecs blanc et le posa avec une grande cérémonie sur le sommet plat du mur entre eux. Et à côté, une reine blanche et une reine noire usée à la couronne, jusqu'à ce que les 3 pièces se tiennent en une petite rangée brillante sous le soleil de printemps. « Je suis venu vous informer, dit-il, qu'il nous manque encore un cavalier pour avoir un jeu complet. Et j'ai réfléchi à la manière de l'acquérir. Et j'ai un plan, et c'est un plan terrible. Et il implique que nous soyons bloqués par la neige dans un relais de poste du Derbyshire l'hiver prochain, entièrement exprès, pour que je puisse voler un cheval de l'échiquier de l'aubergiste, comme vous avez volé ma reine. Et je dois vous avertir, j'ai l'intention de le mettre à exécution, que vous l'approuviez ou non. » Béatrice prit le cavalier blanc du mur et le tourna entre ses doigts boueux. Le lilas commençait tout juste à éclore le long du mur sud, les premières fleurs, vertes, violettes, et une odeur douce et piquante dans l'air de printemps. Exactement comme elle l'avait décrit à un étranger près d'un feu, la pire nuit de sa vie. La fenêtre de la bibliothèque était ouverte derrière eux, et un feu y brûlait, bien que la matinée soit chaude. Parce que son mari aimait l'odeur de la fumée de bois, et elle avait depuis longtemps cessé de lui demander de l'éteindre. « C'est le pire plan que j'aie jamais entendu, dit-elle. Elle pressa le petit cheval blanc dans sa paume et referma ses doigts sur lui comme il avait refermé les siens sous la pluie. Tant que j'espère, je respire. Ravive le feu, Julian. Le lilas est sorti. Je te battrai aux échecs avant le souper.